Salut Coco, on enregistre un nouvel épisode et on va parler du syndrome de l'imposteur. Gros sujet, je pense, pour ton audience. Tu vas nous parler de la définition de ce que c'est le syndrome de l'imposteur, on va parler de faits concrets et puis de comment tu accompagnes sur ces sujets. Mais avant tout, comment ça va, Coco? Salut Julien, bah écoute, comment ça va? Chaudement. Mais je suis ravie en tout cas d'être présente là pour cette cinquième pour ce cinquième épisode, autorisation à l'erreur, pour ce cinquième épisode de ma chaîne YouTube déjà. Donc et puis toujours ravie d'être avec ton énergie. Bah ravi également, parce que je trouve qu'on fait un bon duo et qu'on échange avec joie, donc je suis très content de te retrouver aussi. Et donc qu'est-ce que c'est, pour commencer, définition, le syndrome de l'imposteur? On le connaît évidemment, mais dans tes mots et dans ton expérience, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Bah, écoute, déjà, ce que je veux poser là, le syndrome de l'imposteur, on pense souvent qu'on est le seul à le vivre, ou la seule personne à vivre ce syndrome de l'imposteur là. Pourtant, 70% de la population, jusqu'à un moment de sa vie, ils sont passés par ce syndrome de l'imposteur. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment, en fait, un sentiment de ne pas être à sa place. Et généralement, ce sentiment, il est persistant. On se dit que sa réussite ou son parcours, c'est dû à la chance. C'est pas forcément nous qui l'avons mérité. C'est pas grâce à nos compétences qu'on est arrivé là où on est arrivé. C'est plutôt la chance, plutôt le hasard. Et en fait, il est accompagné par ailleurs de d'une peur d'être démasqué, tu vois, comme si un jour on va découvrir tout de suite que bah voilà, il y a un imposteur dans la pièce. C'est pas il prétend avoir eu un diplôme Polytech, mais en vrai c'est pas très vrai. Il a peut-être fait des passé par un labyrinthe de sens pour y arriver. Et donc généralement, il est persistant. Et ce qui se passe en plus avec l'enjeu des profils exigeants, analytiques, qui ont des parcours d'excellence, et c'est ça en fait le paradoxe, parce que tout le monde va dire, en tout cas une catégorie de la population dira, ah ils sont brillants, ils ont des parcours hors normes, c'est des matheuses, enfin les maths on les passe quand même sur un socle, et bah eux-mêmes en tant qu'individus eux-mêmes, ils vont se dire, ben non, en fait, je ne suis pas encore au niveau où je dois être. Et donc, il y a un sentiment de ne pas avoir reconnu son parcours, en fait. Et ce syndrome-là, il est particulièrement en terrain fertile avec cette catégorie de la population. Les standards sont généralement élevés. L'autocritique est permanente. Quand sur ton parcours, quand tu reviens à la maison avec un 18 sur 20, on te dit mais et les 2 points, tu les as laissés où au chemin, tu vois? Il manque que 2 points, mais tu les as laissés où en chemin? Donc l'autocritique est permanente, donc il y a une petite voix qui est toujours là pour dire c'est pas assez, tu n'en as pas fait assez, et donc ça tourne en boucle en fait. Et plus l'écart est grand, plus bah, l'exigence et ce syndrome-là va s'amplifier généralement. Et donc c'est vrai des profils qui vont vouloir en faire plus tout le temps, que ce soit parfait, que ce soit bien rigoureux. Ils vont pas oser forcément prendre la parole, justement, toujours avec cette peur-là d'être démasqué. Et en fait, ce que je veux dire même, c'est un syndrome qui peut être assimilé à une question d'identité. Comme je disais tout à l'heure, comme on a peur d'être démasqué, c'est finalement une peur d'être vu, mais réellement vu. Si un jour on voit que ma performance n'est pas réellement ce qu'il y a en dessous du capot, bah je vais plus être appréciée par les autres, je vais plus être respectée socialement, je vais plutôt être rejetée. Donc du coup, on va vivre en permanence là avec ce syndrome-là. Effectivement, c'est vraiment un grand paradoxe parce que plus on a ce syndrome-là, plus on va vouloir en faire plus et plus on va devenir excellent. Et en fait, plus on aura des compétences qui vont faire que on a
aucune raison de se sentir illégitime et imposteur parce qu'on est vraiment bon, quoi. Mais Mhm. effectivement, cette boucle-là. Et si on n'a pas le recul extérieur pour se rendre compte que cette histoire qu'on se raconte, c'est juste une peur de pas être aimé, alors qu'en fait, ce n'est pas par nos compétences qu'on va être aimé. On peut être utile ou pas dans une situation. Mais effectivement, ce syndrome peut nous empêcher de voir toute la valeur que nous avons en nous, quoi. Absolument. Et c'est justement ça le biais ou ce que cause de fondamentalement euh, impactant dans notre intérieur ce syndrome-là. C'est-à-dire que notre valeur, on va l'associer toujours à cette performance-là. Et donc, dans toute pièce, on va dire que, bah, non, forcément, là, j'ai pas de ma place. Et généralement, on a des petites voix, des voix intérieures qu'on peut nommer saboteurs ou croyances limitantes qui vont tourner en boucle. Donc, c'est, je ne suis pas à ma place. Si les autres savent vraiment qui je suis, ils verraient que je ne mérite pas cette place. Mes réussites, c'est plutôt de la chance. Elles ne se reproduiront pas. Je dois en savoir encore plus pour me sentir légitime. Pourtant, t'en sais déjà un paquet. Et, et ceux qui n'en savent pas beaucoup, pas autant que toi, eux, par contre, comme ils ne voient pas l'étendue de ce qu'ils ne savent pas, bah, il n'y a pas de problème. Toi, tu en sais tellement que tu dis, mais j'ai besoin d'en savoir encore plus tout avant de me sentir légitime. Pourtant, qui sait tout dans cette vie? En vrai, Julien, on n'en sait que tout ce qu'une infime, un infime bout de la pelote de laine, tellement c'est grand, mais on se dit, bah, et donc ça va être des profils qui vont peut-être aussi être tout le temps en train de se former, justement pour combler ce qu'ils ont envie de combler. Ils vont se former. Et donc, on va rencontrer ça aussi, typiquement aussi bien en entreprise, chez les cadres pro en entreprise, mais aussi chez les entrepreneurs ou ceux qui ont aspiré à entreprendre, qui vont se dire plutôt, au lieu de se lancer, bah, on va se dire, bah, non, j'ai encore cette formation-là, et j'ai encore cette formation-là, et j'ai besoin de maîtriser ça, j'ai besoin de maîtriser ça, et finalement, on procrastine et on n'y va pas. Et donc, en fait, ces personnes aussi peuvent avoir tendance à aller vers un burn-out, de l'excès, parce qu'ils travaillent beaucoup, ils s'arrêtent jamais, ils se reposent pas, c'est jamais assez. Donc, on peut les voir dans ces profils d'entreprise et salariés ou entrepreneurs, des personnes qui vont en fait vraiment s'user et s'abîmer sur le long terme. Absolument, absolument. Puisque derrière le mécanisme qui se passe, et il y a aussi cette petite voix-là, je dois travailler 2 fois plus pour prouver ma valeur. Donc, je dois en faire plus. Puisque je dois en faire plus pour prouver ma valeur, puisque ça doit être parfait avant d'être envoyé, je vais passer beaucoup de temps à revoir le travail que je fais, à limite la virgule, le mot, le mail. Et donc, ils vont être beaucoup dans l'exigence intérieure d'eux-mêmes en associant toujours cette propre valeur-là à ce qu'ils ont, à ce qu'ils délivrent en fait, et se dire bah tant que j'en fais pas assez, j'ai pas ma place. Et ce qui est fascinant aussi lié au comportement de l'être humain charmant que nous sommes, c'est que on a un cycle naturel qui se présente dans notre système nerveux, c'est que quand on se dit ces voix intérieures, je ne suis pas assez, bah, ça va générer des émotions qui vont être liées à de la peur, à de la honte, même si c'est pas une émotion primaire, on va être apeuré, on va être angoissé, frustré, anxieux, et bah ces émotions-là, ils vont se mettre dans notre système nerveux et ils vont impacter notre posture corporelle. Et ça, derrière, ça va revenir alimenter en boucle nos petites voix. Et la chaîne continue. Et donc, même dans la posture corporelle, on va bien sentir déjà la façon de marcher, la façon de regarder, de façon bah avec une posture d'évitement, la façon de se tenir. Et donc tout ça vient réalimenter en fait ce syndrome de l'imposteur là qu'on peut avoir en nous en fait. Et ce qui empêche d'être visible en réunion, avec des collègues, de prendre sa place, de défendre peut-être une idée, d'argumenter. On va surtout pas faire de vagues en fait dans Ouais. notre cadre professionnel et personnel évidemment, ça doit se Hum, mélanger. hum. Ouais, et surtout pas faire de vague parce que si je fais de la vague, bah je vais être démasquée en fait. Et donc c'est mieux d'être dans l'ombre. Et donc ce qui me permet de prouver que si tu mets une autre perspective sur ce syndrome de l'imposteur là, c'est finalement comme une stratégie de protection de soi.
C'est une stratégie qui est mise en place pour se protéger. Tant que je me cache, bah, je ne suis pas rejetée. Tant que je reste dans l'ombre, je suis plus sûre d'exister pleinement, en fait. Et donc, bah, si je suis plus sûre d'exister pleinement, bah, limite, c'est un peu un mécanisme de survie, en fait. Si je suis dans l'ombre, on va pas me voir, on va pas me démasquer. Donc, je suis bien là où je suis. Pourtant, on te voit bien, hein, t'inquiète pas. C'est ça aussi qui est le paradoxe. Si tu te dis, je vais me mettre de côté, on va pas me voir, mais t'es visible, en fait. Donc, c'est venir changer ta posture, ta façon de te positionner de façon consciente et en harmonie avec qui tu es pour avancer vers tes aspirations. Et effectivement, se cacher, ne pas vouloir être démasqué, finalement, ne fait que nous montrer encore plus parce que c'est la personne qui va pas parler, qui est dans son coin ou qui, voilà, qui va être isolée, mais elle est encore plus visible. Donc finalement, c'est exactement ce qui est demandé pour moi inconsciemment, c'est j'ai envie d'être visible, mais je me cache, mais du coup, je suis encore plus visible et tout le monde me voit ou on va se dire, bah, cette personne, peut-être, il y a des problématiques, elle s'intègre pas dans l'équipe ou, bah voilà, elle arrive pas à prendre sa place, donc on pense à elle, quoi. Généralement, ça va être ça, ouais. Il n'arrive pas à bien s'intégrer, il est trop sur la réserve, et, 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 et donc, il a ses critiques ou ses feedbacks extérieurs, et lui, il va pas forcément comprendre, en fait. Il va se dire, mais on me comprend pas, moi, j'ai de la volonté pour y aller. Et, et c'est aussi ça que je voulais mettre en lumière, parce qu'on n'a pas forcément conscience, quand je parlais du cycle qui s'opère en nous, on n'a pas forcément conscience de ça, en fait, que c'est le serpent qui se mord un peu la queue, finalement. Même si on se dit j'ai la volonté, mais comme on est dans cette posture de petitesse, bah, le corps vient auto-nourrir, vient protéger, bah, notre système, il est bien fait, hein, il est protecteur, donc il vient nous protéger d'un potentiel danger à l'extérieur. Et pour avancer, tu peux nous donner des cas concrets qui illustrent ce propos, alors peut-être par des exemples perso. Est-ce que toi, tu as vécu le syndrome de l'imposteur, comme c'est 70 pourcent de personnes qui l'ont vécu dans leur vie? Moi, je plaide aussi coupable, hein, évidemment. Et si tu peux nous partager des exemples concrets, ouais. Bah oui. Même moi-même, je l'ai vécu. Et c'est comme je te le dis, c'est être petite en réunion, ne pas vouloir forcément prendre la parole parce que de toute façon, si je suis là et que je fais bien mon travail, ne pas être forcément proactif non plus, ne pas forcément aller en chercher plus à faire parce que si je vais en chercher plus, bah peut-être que je vais faire une erreur et que je ne serai pas, je serai démasquée. Donc cette peur-là, oui, je l'ai vécu longtemps jusqu'au moment où j'ai pu être accompagnée moi-même pour justement venir changer ces petites voix-là intérieures et amplifier d'autres voix qui ont envie d'aller de l'avant. Et donc en termes d'illustration, ça va être peut-être un cadre qui va être plutôt brillant, à qui on va donner une promotion et qui va passer une nuit blanche en disant putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait? Si j'accepte cette promotion-là, bah, je vais être démasquer. Donc c'est vraiment ça qui se passe généralement. Ouais, effectivement, parce que quelque chose qui pourrait être célébré, en fait, oh, mais on va encore plus me voir, je vais avoir plus de Ouais. responsabilités, donc je dois encore mieux faire, on attend beaucoup de moi. Au lieu de se dire, en Mhm. fait, c'est justement parce qu'on sent que la personne a les compétences qu'on veut lui donner une promotion, ça peut Mhm. devenir un poids plutôt que quelque chose à célébrer, alors, ouais. Ouais, ça devient plutôt un poids que quelque chose à célébrer. Et donc derrière ce même mécanisme de surtravail, de surperfection, de aussi ce qui vient, c'est je dois je dois prouver aux autres ou la personne qui m'a fait confiance, je dois lui prouver qu'il a eu raison de me faire confiance, tu vois. J'ai eu de la chance d'avoir rencontré cette personne-là sur mon chemin qui m'a fait progresser, mais à aucun moment on va se dire, bah, c'est mes compétences qui ont été vues, appréciées et qui sont en train d'être élevées en fait. Et donc on va se sentir en plus redevable à la personne qui nous promeut
en se disant, bah, je dois lui retourner l'ascenseur, je dois lui être loyal, je dois lui être fiable et d'autres trucs qui vont se mettre en place et on va laisser passer des choses parce qu'on se dit, si je pose mes limites, maintenant, on va venir me démasquer sur autre chose. Donc, je vais ne pas poser mes limites, etc. aussi qui va arriver par la suite. Et peut-être aussi accepter des prétentions salariales qui sont pas à la hauteur du poste, ou Ah peut-être oui. ne pas négocier. Niveau argent, ça peut aussi beaucoup jouer, quoi. Oui, absolument, absolument, absolument. Et j'en connais des profils qui, malgré le fait que je leur ai dit, mais tu peux demander plus, ils se disent, oh non, mais de toute façon, c'est pas grave. Limite, c'est je bosse pour la gloire, tu vois. Et ça me fait penser à une de mes connaissances qui me partageait justement que, au cours d'un entretien annuel, son boss lui a dit, bah écoute, on n'a pas assez de budget pour t'augmenter et tout. Et il a dit, ouais non, c'est pas grave, c'est ok pour moi. Donc oui, puisque tu n'as pas conscience de ta valeur, tu vas dire, bah vas-y, c'est pas grave parce que je veux pas faire de vagues et tant que je fais pas de vagues, on me démasque pas et tout va bien. Et donc on peut pas non plus aussi pleinement proposer des nouvelles choses, peut-être voilà, être plus créatif, changer un peu les concepts ou les procédés de l'entreprise, du management et tout. On est vraiment ouais, on se fait petit, donc comme tu l'as dit, on diminue tout, et donc finalement on peut pas être plus reconnu dans sa tâche parce que peut-être qu'on a plein d'idées mais on n'ose pas les exprimer parce que sinon je Hum, suis démasqué et peut-être je peux faire des erreurs, mais oui, mais c'est ça qui fera aussi grandir l'entreprise et la personne, quoi. exactement. Et en fait, si on remonte un peu plus loin sur les raisons qui vont expliquer un peu ce qui se joue, comme je disais tout à l'heure, l'environnement dans lequel on a grandi, évolué, si on a évolué dans un environnement plutôt exigeant, aussi bien perso que à l'école où il y a des souvent dans les parcours des grandes écoles comme on aime à les appeler ou les parcours d'excellence, le corps professoral va dire tu dois réussir, tu es dans ce système-là, tu dois réussir, tu n'as pas le droit à l'erreur, à l'échec. Donc, un peu, tu dois prouver ta place. Et le tu dois prouver ta place vient par les notes, vient par cette capacité à être excellent. Donc, quand on a vécu ça pendant toute son enfance, en fait, tout le mécanisme est mis en place, en fait. C'est comme des chemins neuronaux, des autoroutes qui se mettent en place en disant, bah, il y a que comme ça que je peux arriver à prouver ma valeur. Il y a aussi les phénomènes de comparaison. On va beaucoup se comparer aux autres et jamais voir dans sa propre dans sa propre maison, dans sa propre maison intérieure, quelle est la valeur que j'ai. Donc on va se comparer aux autres tout le temps. Celui-là, il est meilleur que moi, celui-là, il est plus stylé que moi, celui-là, il a plus de d'aura sociale que moi. Donc moi moi je n'ai pas forcément de valeur. Et aussi, bah, comme je disais tout à l'heure, les dynamiques familiales où la, la, la réussite n'est pas forcément célébrée. J'avais fait une formation où l'intervenante disait qu'elle a jamais compris pourquoi dans les dictées à l'école, quand un enfant faisait 10 fautes ou un certain nombre de fautes, on lui mettait zéro sur une dictée de 300 mots. Pourtant, il a trouvé 290 mots, mais il a fait 10 fautes. On lui a dit, bah, zéro. Bah, voilà. Donc, ça aussi fait que, bah, derrière, on va nourrir ce sentiment de ne jamais être assez, en fait, finalement. J'aime bien, c'est très juste ça, parce que si on regarde au nombre de mots, en fait, finalement, la plupart du temps, c'est des grandes réussites, mais comme si on compte au Mhm. nombre de fautes, ah bah tiens, c'est sur Mhm. 10, bah t'as 10 fautes, tu dégages. Mhm. Et ouais, Mhm. bah ouais. Merci pour ces partages, Coco. Au niveau ensuite de l'accompagnement, comment on transforme ça? Comment toi, accompagnes ça, et qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme piste d'action accessible et activable à la suite de cet épisode? Bah, en fait, comment est-ce que je vais accompagner ça? Le principe du coaching correctif, c'est que la personne n'est pas cassée, la personne a des ressources et est toujours complète,
créative et pleine de ressources. En partant de là, c'est aller voir ou écouter ces saboteurs-là, comme je le disais tout à l'heure, les saboteurs qui sont présents, ces petites voix-là qui sont présents, qui viennent dire je ne suis pas assez, je dois travailler 2 fois plus pour prendre ma place, si je pars, je serai découvert. Allez écouter et des fois, on va jouer avec ces petites voix-là, on va les personnifier peut-être, on va leur mettre de la couleur dessus. En gros, on va les identifier parce que tant qu'ils sont petites, soi-disant petites mais très grands en volume sonore, tant qu'ils sont abstraits dans notre tête, on peut pas forcément aller le choper, dire vas-y viens là, je je veux te voir. Donc des fois on va jouer avec ça. C'est pas la seule façon. Hein. Là j'illustre un peu. Donc on va jouer avec ça. Et derrière on va aller mettre du volume sonore sur la voix qui veut prendre de la place, qui veut prendre un peu plus de hauteur, un peu plus de place. Donc, aller avec le client qui choisit ce qu'il veut dire à la place de je ne suis pas assez, qu'est-ce que tu veux dire? Typiquement, si je vais illustrer, j'ai une cliente que j'ai accompagnée récemment qui me disait elle n'osait pas solliciter des gens pour faire du réseau. Donc on a fait les explorations et on est tombé sur cette voix-là qui dit, ou ce saboteur qui dit je n'ai rien à apporter aux autres. Je n'ai rien à apporter aux autres, je n'ai pas de valeur. Et derrière, j'ai dit, OK, cette voix-là, elle est présente, elle protège certainement quelque chose, mais j'entends aussi une autre voix qui veut prendre sa place. Et donc, derrière, elle a sorti les propres phrases qui lui allaient en écho, c'est que j'ai de la valeur, je suis suffisante. Donc, tu vois, là, c'est comme si on transformait ces saboteurs-là en voix soutenantes ou croyances limitantes en croyances ressources. Et donc, ces croyances ressources-là, ou ces nouvelles voies qui vont être des alliés, c'est les prendre avec soi. Généralement, moi, je vais proposer qu'on se les redise pendant 21 jours. Moi-même, quand j'ai commencé à aller dégommer ces voies-là, j'ai fait un processus de 21 jours pour les réécouter moi-même. Je les ai dit à haute voix. On peut les dire à haute voix. Des fois, je vais recommander de les dire à haute voix devant un miroir pendant 21 jours. Des fois, je vais dire enregistrez-les, écoutez-les. Moi-même, je les ai enregistrés, écoutés sur la musique de Mika à l'époque où il y a Golden. Et même maintenant, je peux par moment les réécouter parce que c'est aussi un processus continu en fait. 21 jours est recommandé généralement parce que ça permet de remettre en marche le système neuronal, voire 90 jours, mais 21 jours c'est déjà pas mal et continuer à les réécouter en fait pour se réaccorder de la valeur. Et après, comment t'avances tu as forcément un moment, une action aussi dans le fait de j'avance dans l'entreprise avec un masque enlevé. Je suis soutenu par les phrases, par le fait d'avoir identifié les saboteurs. Et comment je peux avancer un peu plus ensuite une fois que je dois quand même agir dans la matière, tu vois, avec les gens. Quand tu dis comment avancer un peu plus, est-ce que tu peux être plus explicite? C'est-à-dire quelle serait l'action que je peux faire qui me permette de débloquer, tu vois, le syndrome de l'imposteur. Peut-être, est-ce que j'essaye de prendre la parole dans une réunion? Comment je me positionne? Quel acte un peu magique pourrait être fait pour avancer encore plus? Ok, ouais, effectivement, ça a besoin d'être soutenu par de l'action. Donc, typiquement, cette cliente-là, derrière, ça a été un défi d'aller solliciter 2, 3 personnes de son réseau avec qui elle n'a pas forcément de connexion tout de suite, mais 2, 3 personnes avec qui elle se sentent bien et leur proposer des déjeuners ou un verre. Donc, ça va être ça, en fait, suivi d'une action, effectivement, qui est, si c'est en réunion, pas forcément un discours dithyrambique, mais juste dire, si je comprends bien, peut-être une phrase comme ça, mais poser sa voix et tous les jours poser sa voix un petit peu, un petit peu, un petit peu, justement pour venir soutenir le travail fait par ailleurs avec les voix.
Ouais, c'est super. Et toi, t'as senti tout ce travail t'aider à être beaucoup plus visible, beaucoup plus dans une conscience de grandeur plutôt que de petitesse dans ta vie Ouais. professionnelle? Mhm. Puisque de toute façon, en fait, c'est vraiment euh, taire les voix des saboteurs et amplifier les voix des alliés, si je veux le dire comme ça. Donc là où je me disais, je suis petit, j'ai pas ma place, je suis nulle, etc. Parce qu'on est souvent très dur envers nous-mêmes, ça on sait très bien y faire. Je suis nulle, bref, tout ça. Je suis en train d'amplifier, j'ai ma place, j'ai de la valeur, je m'assume, je fais confiance en ce que j'apporte aux autres personnes et chaque jour je l'amplifie un peu plus en fait. Donc, puisque chaque jour je l'amplifie un peu plus, quand j'entends l'autre petite voix, je sais le réduire et amplifier l'autre, tu vois. Et en amplifiant l'autre, comme ce même serpent qui se mord la queue, bah il va se mordre la queue, mais de façon à nous élever. Donc, je suis assez donc, je vais me le répéter. Je suis assez. Je suis la meilleure coach qui soit pour mes clients. Je suis le meilleur entrepreneur qui accompagne mes clients dans le développement de leur contenu. Et donc, en amplifiant ça, bah oui, forcément, mécaniquement, ma posture corporelle va changer. Au lieu d'être comme ça, bah, je vais être comme ça. Je prends ma place. Et les émotions qui vont revenir, c'est de la joie, du contentement, de la fierté, et puis tous ces émotions positives qui vont venir réamplifier ma posture corporelle. Est-ce que tu invites justement aussi ce type d'exercice? Tu sais, on parle de pose un peu à la Superman et compagnie. Travailler sur le corps aussi dans la posture quand on se fait les phrases. Est-ce que ça aide aussi? Ça va aider. Et c'est pas moi qui vais imposer la posture corporelle, mais c'est le client en fait, parce que à des moments, je vais projeter mon client sur un personnage qu'il aime, par exemple, un super héros qu'il aime. Et comme mon travail, c'est d'observer le client dans sa globalité, mécaniquement, je vais observer tout changement d'énergie qui s'opère dans le client. Si le client se tient plus droit, s'il pose sa main, par exemple, là sur le torse ou là plutôt sur les hanches, ou s'il a un ancrage particulier, et moi, je suis vraiment le contenant et je vais lui rapporter ça. Ah, je vois que là, dans cette posture, tu es plus ancré. Le client en prend conscience et se rend compte que c'est sa ressource, en fait, qu'il pourra amener dans une future réunion, typiquement. Donc, c'est vraiment observer parce que chaque personne est différente et on peut, ces postures Superwoman, ça marche de tonnerre, mais peut-être que le client, il a une autre stratégie qui est plus adaptée à lui-même, qui pourra l'aider lui-même parce que ça vient de lui. Quand ça vient de nous, on l'intègre plus rapidement que de ramener des choses qui viennent de l'extérieur. Ouais, t'as raison, c'est vraiment aussi très personnel à chacun et chacune de quelles sont les figures d'autorité ou d'inspiration que nous avons dans les chanteurs, Ouais. chanteuses ou dans les artistes ou autres, ou même des Mhm. entrepreneurs. Et ça me fait Mhm. penser à Beyoncé qui a cet alter ego qu'elle appelle Sarah Fierce, Mhm. qu'elle incarne quand elle va dans des moments de challenge ou sur scène ou autre. C'est comme si voilà, j'ai cette personne en moi, mais que j'active quand je suis sur scène, quand je dois faire un show de fou et tout Exact. ça. J'aime bien cette idée-là aussi, j'ai un alter ego et je l'active quand j'en ai besoin de ce guerrier, cette guerrière dans n'importe quelle situation, quoi. Absolument, absolument. Et ça, c'est excellent en fait, ce parallèle-là que tu fais parce que c'est vraiment ça. En fait, on a plusieurs parts en nous, plusieurs costumes limites qu'on met, même quand on sort du boulot ou quand on sort de la maison, même costume. Donc, c'est se dire, quel costume est-ce que tu as envie de mettre? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce que ça, il y a une odeur qui te vient? Est-ce qu'il y a un visuel? Donc, le client se crée son costume en fait où se crée son personnage. Et donc, peut-être que dans cette réunion-là, il va ramener un bracelet de couleur pétant qu'il va mettre à la main, qui sera sa force, tu vois. Et donc, c'est là que vient toute la richesse d'aller explorer avec curiosité l'univers du client pour l'emmener à se connecter avec ses rêves, comment on le dirait, ses propres rêves. Exactement, c'est super intéressant. Merci Coco, on arrive au terme de cet épisode et je le trouve vraiment très riche, donc merci pour tous ces partages. Et quel serait le dernier mot que tu auras envie de transmettre aux personnes qui nous auront regardé jusqu'au bout, qu'on remercie chaleureusement d'ailleurs? Bah, écoute, le syndrome de l'imposteur, vous n'êtes pas seul à le vivre. La bonne nouvelle, c'est que ça se
travail, c'est un mécanisme de protection qui se met en place, mais il peut être changé. Il peut et il est changeable. Je l'ai réussi, Julien l'a fait, bon nombre de personnes l'ont fait, donc vous aussi, vous pouvez y arriver à isoler ces petites voix-là et amplifier les valeurs qui mettent en lumière votre valeur parce que vous en avez de la valeur. C'est très chouette, merci beaucoup. Et effectivement, on vient tous, voilà, c'est des personnes que vous voyez sur les réseaux, qui communiquent, font des vidéos et tout. Même un petit post, hein, il n'y a pas de petit post même écrit sur un LinkedIn ou autre, c'est hyper challengeant pour plein de personnes, mais on traverse. Et quand on tient bon et qu'on avance, effectivement, il y a la posture qui change, il y a la confiance, il y a l'énergie, il y a l'envie, et puis on continue et on transmet et ça résonne et ça aide d'autres personnes qui sont sur le chemin. Donc merci beaucoup Coco, et puis merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et toutes les infos pour retrouver Coco sont dans la description de la vidéo, et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.